Hello et bienvenue sur, sur ce nouveau carnet de lecture. J'espère que vous allez bien. En fait, il est 16h48, on est mercredi après-midi et je me suis fait, vous avez dit, un petit goûter. Je me suis dit que, franchement, avec tout ce que j'avais fait aujourd'hui, cette petite pause me ferait le plus grand bien. Et on va commencer cette vidéo avec les emprunts bibliothèques que j'ai fait là et qu'il faudra que je rende avant le 10 février. Alors, tout ça n'est pas pour moi, il y a des choses qui sont pour mes enfants, mais je voulais vous les montrer. D'abord, on va commencer par les enfants. En fait, il a pris une BD, Lucien, qui me tente, mais vraiment. Donc, c'est... je ne sais pas si vous allez bien voir. Sam. S-A-M. Hop. Le tome... Ça, c'est le tome 2. Le tome 1, c'est celui-là. Ouais, alors c'est pas évident là avec le reflet. Avec le plastique et le reflet, c'est pas évident. On est chez Dargo et c'est une BD de Marazano Chang. Les dessins ont l'air chouettes. Donc il a pris le tome 1, le tome 2 et c'est une série en 4 tomes. Et malheureusement la bibliothèque n'a pas les tomes 3 et 4, mais la gentille bibliothécaire, vous allez tomber, la gentille bibliothécaire a dit qu'elle allait faire la demande peut-être pour avoir le 3 et le 4. Donc déjà, il va lire le 1 et le 2, mais moi j'ai envie de les lire aussi. Voilà. Bon, après, ils ont pris des BD que moi je ne lirai pas, mais je vous les montre. Walter Leloup pour Lucien. Tome 1 et 2. Joseph a pris Steam Pop, le Fab de Le Fab. Et c'est le 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous connaissez. Après, avec Joseph, on s'est dit qu'on voulait prendre Arte et on l'a pas trouvé au rayon enfant, mais au rayon adulte. Et ils ont quasiment tout, je crois. Comme j'ai pas envie d'acheter toutes les sagas et qu'apparemment elle est très bien, on a pris le 1, 2, 3. Et du coup, je suis contente. Voilà, on va commencer une nouvelle saga manga, mais qu'on n'achètera pas. Je pense pas, parce qu'elle est trop longue. Après, en BD, j'ai pris Patient Timothée Le Boucher. J'ai pris Le Patient de Timothée Le Boucher chez Glénat. Il faut savoir que je suis en train de lire Ces jours qui disparaissent et que j'ai lu autre chose de lui puisque j'ai lu 47 cordes que j'ai adoré. Donc celui-là, il paraît qu'il est très sombre. Côté toujours un peu noir hein, avec Timothée Le Boucher. Ça me plaît. Donc du coup, après. Et là, on a Shangri-La de Mathieu Bablé. Puisque c'est pareil, j'ai beaucoup aimé Carbone et Silicium. J'ai découvert Mathieu Bablé par ce livre. Et là, je pense que ça peut me plaire aussi beaucoup. Ça a l'air aussi de la science-fiction. Ouais, ça a l'air trop bien. Ils ont des bonnes BD à la bibliothèque et ça, c'est trop cool. Et j'ai pris 2 romans parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Je les récite, je les lis. Il y en a un qui était dans ma wishlist. Quand j'ai vu, j'ai dit oh, oui, pourquoi pas. Que j'avais pas vraiment envie de me l'acheter et en même temps voilà. C'est chez Sonatine d'ailleurs, une maison d'édition que j'aime bien et c'est Nos vies en flammes de David Joy. Elles sont là les BD si tu veux les prendre Lucien. Tu peux venir s'il te plaît là, tu peux venir si tu veux. Tu veux prendre un goûter? Viens si tu veux, je continue de parler mais tu peux venir. Ah il me faut la passoire, attendez 2 secondes. Je vais montrer la BD que tu avais prise, Sam, et j'ai dit que moi j'avais envie de la lire. MAS. Moi je vais la lire aussi. Elle s'appelle MAS. Mais c'est S-A-M, Doudou. Regarde, c'est S-A-M, elle est en dessous. Je te jure que c'est S-A-M. Non, mais c'est plus stylé MAS. Peut-être, mais c'est S-A-M. Tu veux goûter un bout de ça? Donc, David Joy, Nos vies en flammes, chez Sonatine.
Plus déchirant et noir que jamais, le nouveau roman de David Joy. Moi, j'ai jamais lu rien de lui. Apparemment, il a écrit Ce lien entre nous en 2020. Et celui-ci, il est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises. En 2022. C'est ça, en janvier 2022. Et ben voilà. Ben voilà, je vais découvrir. Je lis pas trop ce qu'il y a derrière parce que je sais que c'est noir, mais c'est tout. Et puis, parce que je suis tombée dessus comme ça, prix des librairies du Québec 2014, puisqu'on part en Amérique du Nord. Celui-ci est très court. Attends, on va partir en Amérique? Non, dans les livres. On part en Amérique du Nord dans les livres en février. Et donc, celui-ci était mis en avant en tête de gondole de Larry Tremblay, L'Orangerie à la table ronde. Et je me suis dit que, comme il était court, si j'avais envie de lire autre chose à un moment, il serait bien, non? Hop! Voilà. Lucien va commencer à lire Sam, je pense. Et donc voilà, les 2 livres, les 2 romans que j'ai pris à lire avant le 10 février, ça va. Sam. Est-ce que tu as retrouvé Titeuf? Là, tu cherches. Quoi? Tu peux pas lire Sam tant que tu n'as pas retrouvé Titeuf. De toute façon, j'ai déjà trouvé. Ben non, mais je veux que tu le... Je veux que tu retrouves, Doudou, parce qu'il faut qu'on les rende d'ici vendredi. Voilà. Bon, ben, c'était tout pour commencer. Je vous accueille avec la bouche pleine, c'est super. Je vais boire ma petite tisane. C'est Fleur d'oranger de chez Daman. J'ai encore des trucs à faire. Mais là, je vais me poser 2 minutes. Je vais me poser. J'ai envie de tricoter, mais je sens que mon épaule n'est pas au top, donc je sais pas. J'avais envie de me poser, tricoter. Bon. Bye bye. Hello, on est lundi. Attendez, je vous montre juste, il y a le petit pitchounou qui est juste là. J'espère que vous allez bien. Je vous prends rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, pour vous parler des 2 dernières lectures. Une BD et un roman. Alors la BD, Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, que je m'étais offerte l'année dernière et que j'avais très envie de lire et j'y allais pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc on est chez Glénat. En fait, j'avais lu de Timothée Le Boucher 47 cordes que j'avais vraiment beaucoup aimé et j'avoue que j'ai hâte que le second tome sorte, mais pour le moment j'ai pas vu d'annonce, je ne sais pas s'il sortira en 2023. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors on est sur une histoire un peu fantastique, avec un personnage qui est acrobate, qui a une vie plutôt joyeuse, entourée d'amis plutôt sympathiques. Et un matin, en fait, il tombe lors d'une acrobatie un jour. Il tombe sur la tête, mais apparemment, selon ses dires, tout va bien. Il a un petit peu mal à la tête, mais c'est tout. Et quand il se réveille, après sa nuit de sommeil, il se rend compte qu'il a sauter un jour, c'est-à-dire que tout d'abord il va penser qu'il a dormi peut-être 24 heures et que peut-être c'est le coup sur la tête qui lui a donné envie de dormir aussi longtemps, que c'est quelque chose de physiologique, mais finalement il se rend compte que non, et ça va se répéter tous les 2 jours. Au début c'est ce qui va se passer, il va louper un jour. Et il va se rendre compte que, en fait, il ne dort pas toute la journée, mais son corps est habité par quelqu'un d'autre. Donc il y a un peu cette idée de dédoublement de personnalité, schizophrénie, maladie mentale. On va suivre le personnage
principal, qui est donc cet acrobate. L'autre personnage n'est pas du tout comme ça. D'ailleurs, il ne fait pas d'exercice physique, ce qui peut poser problème dans son travail au personnage principal. Et donc Lubin, lui, va essayer de contacter, d'ailleurs sur les conseils d'un psychologue, psychiatre, il va essayer de contacter son autre moi pour lui conseiller de faire certains exercices notamment, ou voilà, d'autres choses. Par exemple, l'autre personnage range plus que Lubin. Enfin, il y a vraiment des grosses différences et ils vont se contacter tous les deux via des écrans, des messages enregistrés en vidéo. Et au départ, il va y avoir une certaine... voilà, quelque chose qui va se mettre en place. Et puis petit à petit, on va se rendre compte que c'est plus compliqué que ça ne l'est. Cette cohabitation semble un peu difficile. Je ne vous dis pas la suite parce que ce ne serait pas intéressant sinon forcément de le lire. Le scénario est vraiment très intéressant. Je trouve qu'il a cette faculté... Timothée Le Boucher, de nous emmener dans des histoires et de nous tenir en haleine pour savoir vraiment ce qui va se passer. Je trouve qu'il construit très très bien sa narration. Les dessins, on retrouve vraiment sa patte. Alors moi, je connais que 2 œuvres de lui, du coup, mais on reconnaît vraiment son style. Il y a un côté un peu comics. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais avec un style plus épuré. Vous voyez, on a des personnages avec des traits très très sobres. Des aplats de couleurs simples aussi. Il n'y a pas trop de détails, mais je trouve que les personnages, on s'y attache. Lubin, d'ailleurs c'est Lubin que vous avez vu là au début avec les cheveux longs. Et c'est celui qui est sur la couverture. Cette couverture est splendide. Donc le reflet dans l'eau avec ce personnage qui potentiellement pourrait lui nuire. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. J'ai beaucoup apprécié. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié la fin. J'ai été émue. Ouais, c'est pas un coup de cœur, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Autant que 47 cordes. Et j'ai très envie de découvrir autre chose de lui. Donc je vais voir dans ma bibliothèque, dans ma médiathèque s'ils en ont d'autres. Parce que j'ai très envie d'aller voir ce qu'il a eu. Mais d'ailleurs, oui, j'ai pas pris quelque chose de lui. Si, j'ai pris Le Patient de Timothée Le Boucher. Donc je vais découvrir ce qu'il a fait d'autre. Et je suis contente parce que j'aime bien ce qu'il propose. Et voilà, je vous la conseille. Franchement, vraiment, je vous la conseille. Si vous avez aimé 47 cordes, vous aimerez. Bon, après, c'est un peu moins fantastique, mais c'est plus psychologique. Je trouvais que c'était vraiment très intelligent. Sinon, j'ai lu, dans le cadre d'une lecture commune qui court encore cette semaine, Purge de Sophie Oksanen, qui a reçu le prix Femina en 2010. Non, elle est née en Finlande en 1977 et elle a une mère estonienne et un père finlandais. Donc elle est très empreinte de l'histoire de ces pays. Et là, elle va raconter l'histoire de 2 femmes avec 2 générations qui les séparent. Ça commence par 1991-1992, au moment où les Russes partent d'Estonie. Et que l'indépendance de l'Estonie est annoncée, proclamée. Et c'est très intéressant à la fin parce qu'il y a une chronologie qui peut aider quand même à la compréhension de ce qui se passe d'un point de vue politique, parce que en fait l'Estonie, elle est rentrée dans l'URSS en 1940, elle a été incorporée à l'URSS en 1940 sous le nom de République socialiste soviétique d'Estonie, et le drapeau national a été interdit à ce moment-là. Et il y a eu beaucoup de déportations en Sibérie de nombreuses personnes qui justement ne suivaient pas le drapeau russe. Et ensuite en 1941, où justement on se retrouve à lire l'histoire à ce moment-là, en juillet, l'Allemagne viole le pacte germano-soviétique et occupe toute l'Estonie, et il va y avoir l'extermination de la communauté juive. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'en 1944, en Estonie, l'armée rouge va repousser tous les nazis et elle se déploie à nouveau dans l'Estonie. Donc ça, en fait, ça n'a pas arrêté de brasser des conflits politiques Russie, Allemagne. L'Estonie a subi vraiment tous les conflits de la Seconde Guerre mondiale. Et les personnes qui y vivaient devaient suivre la politique en cours pour essayer de s'en sortir. Si on ne la suivait pas, les révolutionnaires
été poursuivi et traqué et tué, déporté. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on va suivre Alide avec 2 I et Ingel, sa sœur, Ingel, elle est mariée avec Hans, qui est un révolutionnaire, et tous les deux, ils ont une petite fille, Linda, et on va suivre en fait leur histoire en 1941, 42, 43, et après, un tout petit peu après, et on est en 1991, l'histoire commence avec Zara qui... donc non, on va suivre Zara qui est à Vladivostok au départ et qui en fait va se retrouver rapidement à Berlin, embrigadée dans la mafia, avec la mafia russe. Et en fait, cette mafia va l'obliger à se prostituer. Et voilà, donc on va suivre Zara qui va se retrouver devant la maison de Alide en Estonie, complètement démunie. Et Alide va se demander ce qu'elle va faire d'elle. Au départ, elle est vraiment sur la défensive parce que le personnage d'Alide est un personnage très froid, très sombre. On va comprendre ce qu'elle a fait de sa vie, les choix qu'elle a pu faire vers 1940-41 et qui elle est, quelle est son histoire de vie avec sa sœur, avec Hans. Y a plein de choses qui sont petit à petit amener des informations que l'autrice va nous divulguer petit à petit et qui vont nous faire comprendre qui sont ces deux personnages, d'Alide et de Zara, et à quel moment, en fait, pendant tout début du livre, on se demande si Alide ne va pas justement dénoncer Zara, et en fait, au départ, on sent bien qu'elle a qu'une envie, c'est d'en s'en débarrasser. Et petit à petit, dans les propos, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent lier ces deux femmes. Et donc c'est l'histoire avec un grand H qui va nous donner les clés du lien potentiellement qu'il peut y avoir entre ces deux femmes. Et ce sont des personnages qui ont une vie extrêmement dure, difficile. Elles sont meurtries en fait par l'histoire, elles ont subi l'histoire toutes les deux. Elles se sont retrouvées dans l'obligation de faire des choix qui n'étaient pas forcément bons. Et changement de décor, en fait j'ai eu un coup de fil, donc j'ai dû changer pendant que j'étais en train de parler, je sais pas j'espère que ça a enregistré, donc je terminais rapidement là-dessus. Donc moi j'ai beaucoup aimé les deux personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient très forts, leur histoire intrigante, et on avait vraiment envie d'en savoir plus, autant l'une que l'autre. J'ai beaucoup aimé, j'ai été très prise par l'histoire, et on fait beaucoup d'allers-retours dans le passé et on revient à l'époque actuelle où Zara est dans la maison d'Alide, et on fait beaucoup d'allers-retours comme ça, parfois pas toujours dans la même époque, dans le passé. Ça m'a un petit peu perturbée, et en plus à la fin du livre c'est beaucoup plus fréquent. Donc moi, j'ai été un petit peu embêtée par ça. Et donc du coup, je peux dire que c'est la forme du livre, la forme des chapitres, cet aller-retour incessant qui m'a un petit peu déçue. Enfin, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile, cette forme narrative, là où l'histoire était tellement forte. Pour moi, elle n'avait pas forcément besoin en fait de temps d'aller-retour. Peut-être que moins, ça m'aurait beaucoup plus plu. Ce que j'ai pas forcément aimé non plus, c'est la fin de l'histoire. J'ai trouvé qu'on restait sur notre fin sans vous dire quoi que ce soit de plus. J'ai pas aimé la façon dont elle a conclu ça, comme si elle n'avait pas réussi à le faire. Celles qui l'ont lu, on en reparlera sur le Discord quand la lecture commune sera terminée, parce que la fin, mais j'ai pas compris, il m'a manqué quelque chose, vraiment un plus, et ça n'a pas fonctionné avec moi. En tout cas, ça te reste une bonne lecture quand même. Je crois que j'ai mis 15 sur 20. J'ai passé un bon moment, et ce tour du monde en lecture, avec cette seconde lecture, m'enchante. Donc là, tout de suite, je ne passe pas à parce qu'en fait j'ai 4 lectures à faire sur le mois de janvier. Je ne passe pas tout de suite à ma 3e lecture qui sera Mrs. Land, qui est une lecture commune aussi, qui est sur toute cette semaine. Je vais d'abord terminer parce que j'ai commencé hier Gatsby le Magnifique, alors un tout petit peu, parce que hier soir j'étais fatiguée donc j'ai pas lu grand chose. Hier après-midi non plus d'ailleurs, parce que j'ai fait d'autres choses, notamment
un tricoté qui était très cool. Et donc du coup, je suis en train de lire ça. Je vais le lire assez rapidement puisque je crois qu'il fait 280 pages, quelque chose comme ça. En plus, c'est écrit gros dans cette très belle édition Hauteville, qui est un livre relié que mes parents m'ont offert à Noël. Je l'adore. Sinon, en whip, non, whip c'est pour le tricot, les loisirs créatifs. Je suis en train de lire Sensor de Junji Ito, que j'en suis à la moitié. J'ai décidé de le lire petit à petit parce que j'ai envie d'en profiter. Ça c'est pareil, c'est un très beau bouquin. Dans mes oreilles, j'ai mis La petite boulangerie du bout du monde. Ah oui, je vous ai pas dit qu'avant, alors on va en parler rapidement parce que c'est pas du tout une bonne expérience de mon côté. J'ai lu en audio En ton âme et conscience de Claire Norton, qui est un livre qui parle de la vie après la mort, le coma, des décisions à prendre sur la fin de vie où voilà, est-ce qu'on laisse les personnes dans le coma, est-ce qu'on les débranche, qu'est-ce qu'on choisit de faire, comment c'est vécu personnellement par les familles, comment potentiellement c'est vécu par les personnes qui sont dans le coma. Bon, on suit le personnage d'un chirurgien urgentiste qui dans son enfance a été arraché de sa sœur parce que sa sœur a été enlevée par quelqu'un. Et donc lui il était là, il a vu, il a subi, et puis quand il s'est retourné, elle était partie. Et donc en fait il vit avec ça, ses parents sont un peu tristes, effacés, et lui il a beaucoup de mal à vivre ça, et en fait voilà, ça a certainement une influence sur sa vie, son métier actuellement. Et c'est quelqu'un qui est très rationnel, qui réfléchit à pas mal de choses, et dans son métier, qui pousse en fait les familles à laisser les personnes dans le coma dans l'objectif d'un jour peut-être les voir se réveiller. Et ses idées, sa vie, sa conception de la vie va être chamboulée par un petit garçon qui lui fait dire que sa sœur n'est pas morte et qu'il peut l'aider à retrouver sa sœur. Et qu'il vient du... En fait, c'est une sorte de fantôme, vous voyez, une sorte de personnage qui n'existe pas. Et voilà, donc on va suivre plusieurs personnages qui ont... On suit plusieurs personnages, au début on comprend pas trop qui ils sont, et juste à la fin, tout se regroupe, tout se remet en place. Moi, j'ai failli l'arrêter, en fait, au milieu, tellement ça m'a ennuyée. Et surtout cette idée là de vie après la mort, tout ça, ouais, ça m'a pas, c'est pas un sujet qui m'intéresse, enfin je trouve que c'est pas un sujet facile, et que là je trouvais que c'était pas forcément bien abordé, je trouvais que ça manquait de subtilité, que si vous voulez, en fait c'est un aspect de feel good qui n'a pas sa place, en fait. Je trouvais que c'était un petit peu mal à propos. Voilà, que c'était un peu trop facile. Et il y a un moment, il y a des décisions qui sont prises. Tu te dis, ok, d'accord, parce que je t'ai dit ça, à un moment, tu décides de débrancher la personne. Non, moi, j'ai pas aimé, ça m'a pas touchée. Peut-être que vous aurez aimé, mais c'est vrai qu'après moi j'ai un côté, je pense, très rationnel, et que le sujet, pour être abordé, pour que ça me touche, il faut l'aborder autrement, et là ça n'a pas marché. Donc je relirai pas d'autres choses de Claire Norton, ça n'a pas marché avec moi, tout simplement. Et pourtant c'était un gros livre, mais bon, je suis allée jusqu'au bout. Je vous explique pourquoi. En fait, je l'ai pas acheté, ce livre, il est gratuit sur la plateforme Audible quand vous avez l'abonnement. Et je n'avais plus de crédit. Et en fait, je suis allée voir dans ce qui était gratuit dans les abonnements. Et je me suis dit, bah allez, tente ça, on sait jamais, ça peut peut-être te plaire. Et comme j'étais lancée dedans, je me suis dit, allez, vas-y, continue, c'est pas grave. T'achètes pas de crédit. Et quand j'ai eu fini, bah, j'ai acheté 3 crédits pour 2 crédits. Voilà. Et du coup, je me suis mis dans les oreilles La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Et pour le moment, ça me plaît bien. Oui, ça me plaît bien, cette histoire alors c'est une histoire en fait de 2 personnes qui vivent ensemble. Polly, qui habite avec je sais plus qui a qui a une petite entreprise avec son mari, et en fait cette entreprise fait faillite.
Et ça va mettre fin en fait à son couple, à son mariage, à son entreprise. Et donc elle décide de partir en fait, puisque elle a l'impression qu'elle a besoin vraiment de faire un break en fait, de partir de tous ces problèmes là qui sont des problèmes tellement pragmatiques, tellement concrets, qui vraiment l'embêtent, quoi, vraiment l'embêtent. Et en plus son mari est devenu vraiment très terne, très morose, donc ils se sont vraiment éloignés. Et elle décide de partir, elle va décider d'acheter en fait une maison sur l'île des Cornouailles. Et là où j'en suis, elle arrive là-bas, elle découvre le lieu, et finalement, elle trouve ça très très beau. Elle a une maison qui est toute pourrie, mais elle trouve ça vraiment très beau, sans bruit, très calme. Et elle va rencontrer petit à petit les différents personnages. Là, elle a déjà rencontré quelques hommes qui sont des marins et qui l'ont aidé en fait à ramener son canapé, qui l'ont aidé en fait à transporter son lit, son canapé dans la maison, parce qu'elle se retrouvait toute seule à devoir le faire. Sa copine, un peu snob, est venue et lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas habiter là? Je te laisse genre une semaine et tu rentreras. » Et on sent que, en fait, depuis le début, on nous dit que Polly, elle adore faire du pain. Elle s'est découvert une passion pour faire du pain. Et là, voilà, on sent que ça va être un sujet qui va être abordé. Je trouve que c'est bien lu, je trouve que c'est bien écrit. Et pour le moment, ça me plaît bien. Mais j'avais pas envie... En fait, ça tombe très bien parce que les feel good, tout ça, j'aime bien les écouter, je crois. C'est comme les enquêtes policières, j'aime bien les écouter. J'aime moins les lire sur les livres. Alors je me suis dit que c'était un bon plan de me le mettre dans les oreilles. Surtout que celui-ci, il est dans ma palle du Cold Winter Challenge et que je suis à la ramasse côté Winter Challenge. Côté Challenge de la crypte aussi. Je suis complètement à la ramasse sur ces deux challenges. C'est pas grave, c'est comme ça, mais je vais essayer de me rattraper un petit peu. Alors pour le challenge de la crypte, ça va être un peu difficile parce que c'est jusqu'à la fin du mois. Mais c'est pas grave parce que je les lirai, les livres que j'avais prévus de toute façon. Voilà, pour le moment, je suis dans celui-ci qui est dans le Cold Winter Challenge. J'aimerais bien sur le mois de janvier terminer Carisotto is Back, ça serait cool. On verra bien. Donc voilà mes 4 lectures en cours. Pour le moment, je vais vous laisser là et on se retrouve un petit peu plus tard dans la semaine quand j'aurai avancé, parce que là, je vous ai parlé de En ton âme et conscience et je vous ai parlé de Purge. Je vous parlerai de Gatsby le Magnifique et ça sera ma 3e lecture roman de ce carnet numéro 4, 3, je ne sais pas. Enfin, bref, c'est pas très grave. Allez, je vous laisse. Donc en attendant que mon fils soit à son cours de contrebasse, je suis passée à la boîte aux livres et j'ai trouvé Maison hantée de Shirley Jackson. Qu'en fait, ce livre, il est dans ma wishlist, mais dans une autre collection. Après, je ne sais pas du tout si cette traduction est bien. Mais il est dans ma wishlist et le titre c'est La Maison hantée. Et c'est un livre de référence en fait, en termes de... je sais pas, d'ambiance gothique. Cette maison-là, non seulement elle est hantée, mais surtout elle est vile, vicieuse, détestable, abominable. Depuis des lustres, elle provoque l'effroi, l'épouvante et la mort, et quand le vent souffle à travers les cheminées, on dirait que les suppliciés eux-mêmes poussent d'affreuses lamentations. Et pourtant, cette maison n'a-t-elle pas, comme toute chose, son secret? Un très grand roman qui a inspiré le film de Robert Wise, La Maison du Diable, un des chefs-d'œuvre du cinéma fantastique de l'après-guerre. Donc je suis contente de l'avoir trouvé. En plus c'est une édition un peu collector. Après il y a un gros patch là de scotch jaune, mais bon, on fait avec. Bon, voilà. Donc je vais aller attendre mon fils. Je vais pas le lire, hein. J'ai pris un autre livre, j'ai pris Gatsby et je vais le lire en attendant. Je suis contente d'avoir trouvé ce petit livre qui était dans ma wishlist. C'est cool. Bon, et ben on est vendredi. J'espère que vous allez bien. Je viens clore ce carnet de lecture. J'ai l'impression de vous avoir pas trop pris. Je sais pas en termes de montage ce que ça va donner. J'ai l'impression que j'ai pas fait beaucoup de plans entre les sections où je vous parle. Bon, je m'en voudrais pas trop. J'ai mon chat. Non, mon chat, tu fais pas tes griffes sur mon tricot qui sèche. Non. Alors, j'ai lu... je pensais terminer en fait avec 2 lectures. Et puis finalement, j'en ai 3 parce que je vais vous expliquer. Donc... déjà, j'ai lu Censor de Junji Ito. J'ai envie de continuer la lecture de Junji Ito, ma découverte, parce que c'est vraiment un des auteurs chouchou manga horreur.
C'était vraiment, quand j'ai découvert Tomie, c'était quand? C'était fin 2021, je crois. Ça a vraiment été une super expérience où vraiment j'ai adoré, j'ai kiffé quoi, c'est ça, c'est vraiment le terme, parce que c'était un peu jubilatoire, vous voyez, avec des dessins incroyables, des histoires vraiment mais tordues, en même temps qui ont un côté qui va plus loin que juste l'image, c'est-à-dire qu'il y a toujours une réflexion derrière sur la condition humaine, sur les peurs profondes, les angoisses profondes de l'homme, et moi je trouve ça génial. Là, dans Censor, c'est un propos un peu différent de ce que j'ai pu connaître avant. On n'est pas dans de l'horreur pure, on est dans on va dire de l'horreur cosmique entre guillemets, où on va parler de l'infini et l'au-delà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on suit, on sent qu'en fait, c'est intéressant parce qu'à la fin, il y a une analyse et ça permet de comprendre quand même ce qui se passe, et il l'écrit clairement noir sur blanc, c'est que il va commencer par écrire une histoire d'une jeune fille qui va, elle ne sait pas trop pourquoi, mais elle se rend où ça? Au mont Sengoku. Elle ne sait pas trop pourquoi elle est là, et en fait, elle est entourée de fils comme ça. De fils, des filaments, elle pense au départ que c'est des filaments volcaniques, c'est une sorte d'émanation en fait du mont, et toutes les personnes qui vivent en dessous ont dans leurs cheveux ces émanations là, et ils ont un peu une conscience du présent qui est très forte, une conscience de quelque chose en plus, et en fait elle va aller sur ce mont là, et elle va rencontrer un jeune homme qui lui dit qu'elle est attendue, et donc elle va aller là-bas, elle va pas comprendre, on est dans un endroit un petit peu étrange, elle va se rendre compte qu'il y a des choses bizarres, et puis en fait le volcan va rentrer en éruption, et beaucoup d'habitants vont mourir, et elle va être dans une sorte de... son corps ne va pas mourir, on va la retrouver dans une sorte de cocon qui va s'ouvrir, un cocon de lave, et en fait elle va ressortir avec une superbe chevelure faite des filaments du mont Sengoku. Ça, c'est le début de l'histoire. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnages qui se sont suicidés en sautant dans le volcan. Donc il y a plein de trucs comme ça. Donc c'est un peu genre le feu, l'au-delà. Il y a un peu côté mystique. C'est assez impressionnant. Il y a un côté, je vous montre juste quelques images, un côté un peu cosmique aussi. Parce qu'on a l'impression que ce sont des étoiles, mais en fait, pas forcément. Il y a un personnage qui revient. Voilà, et elle revient, elle a cette forme-là. Et ensuite, petit à petit, on sent que le discours évolue. Et ce personnage de Kyoko va nous suivre de fil conducteur pour emmener le lecteur un petit peu plus loin. On va la suivre dans plusieurs situations. On va être accompagné d'un reporter qui trouve ça très étrange que cette jeune femme soit retrouvée vivante après l'éruption du mont Sengoku. Et en fait, il va la suivre et il va se rendre compte qu'elle a une pleine conscience de la vie. C'est-à-dire qu'elle est un peu habitée d'une force qui la dépasse et qu'elle ne peut pas supporter parce qu'elle voit toutes les âmes, elle voit toutes les peines. Il y a un insecte là. Il y a toutes les peines du monde, et en fait elle a beaucoup de mal à le supporter. Donc on va rencontrer plusieurs personnages, plusieurs petites scénettes comme il aime bien faire Junji Ito. Et il y a toujours un personnage maléfique aussi. Et là où Junji Ito parfois nous emmène jusqu'au bout de la dérive humaine, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu différent dans cette histoire, puisque Kyoko représente un peu ce qui reste de bon et d'humain sur Terre, en fait. Ce qui peut sauver... C'est quoi ça? Ah, c'est une punaise. Attendez. Je l'ai mise dehors, parce que les punaises, il ne faut pas les écraser. Hein. Sensor m'a aidé. Merci, Sensor. Donc, voilà. Donc, il y a quand même une conscience de ce qui peut être le bien, le mal... les croyances qui sont liées à ça, il y a aussi
le côté, comment dire, chaman, vous voyez, celui qui représente en fait, celui qu'on va suivre, parce qu'on sent qu'il représente la parole que tout le monde doit suivre, et qui va ensuite un peu se nourrir des hommes en fait pour grandir lui-même. Donc ce personnage en fait qui est ici, il est terrible. Il représente les perversités de l'âme humaine. Il est assez terrible. Et donc on a vraiment ces deux côtés. Donc il y a vraiment ce manichéisme un petit peu qui est autour aussi de la religion et de cette image de l'au-delà et des forces qui peuvent être rattrapées par les hommes. Et voilà. Donc j'ai trouvé que ça allait un peu plus loin. On parle d'infini, on parle de beaucoup de choses qui nous échappent et qui nous angoissent. Et c'était pas mal. Après, c'est pas mon coup de cœur. C'est pas celui que j'ai préféré, je dirais même. C'est pas vraiment du tout mon préféré. Moi, j'ai adoré Frankenstein, j'ai adoré Tomie, La maison de poupée aussi. Et là, c'est pas forcément mon préféré. Mais je le garderai quand même dans ma bibliothèque. Je le trouve très beau. Il est plus petit et c'est intéressant de voir comment Junji Ito parle de ses propos et ensuite l'analyse qui en est faite à la fin. Je vous montre rapidement, ça tient pas en beaucoup de pages. Là, c'est le texte de Junji Ito et là, il y a une analyse sur 3 pages, non 2 pages, de ce qu'il a voulu transmettre comme information là-dedans. Ensuite, c'est 2 coups de cœur. Trop bien. Donc, Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, illustré par Adam Simons, édité chez Hauteville. Donc ce livre, j'ai demandé... en fait, l'histoire de ce livre, c'est d'abord que je l'ai offert l'année dernière à ma belle-sœur. Et quand je l'ai offert, je me dis, oh là là, il est tellement beau, ça me donne envie, ça me donne envie. Et du coup, je l'ai commandé à mes parents pour Noël et j'étais très très heureuse de l'avoir. C'est une petite merveille de livre. Je vais vous montrer quand même, il y a quelques illustrations, je ne vais pas vous en montrer trop, mais il y en a quelques-unes très belles. Elles ne sont pas très nombreuses. Elles sont très belles. Je les trouve vraiment très très belles. On m'a posé la question si c'était la version intégrale, et il n'est pas écrit que ça l'est pas. Donc là, on dit « Cette édition magnifiquement illustrée du chef-d'œuvre de Francis Scott Fitzgerald offre un portrait emblématique de l'âge d'or du jazz avec des illustrations d'Adam Simpson qui reflètent la splendeur dorée des années folles. » Moi, j'ai pas l'impression que c'est pas le texte intégral. Je vais regarder. Il a été traduit de l'anglais par Emmanuel Jazz. Voilà. En tout cas, ce livre, il a été publié quand ça? En 1925, c'est ça? Originellement publié en 1925. C'est difficile de parler des coups de cœur. Gatsby le Magnifique, je l'ai connu par le film en fait. Bon, je connaissais un petit peu l'histoire, mais je l'ai connu par le film. Un film qui a été quand même pas mal décrié. On disait que ça manquait un peu de rythme, que c'était grandiloquent pour pas grand chose. En fait, je trouve, après avoir lu le livre, que le film est assez juste pour retranscrire l'ambiance. J'ai très envie de le revoir parce que je l'ai vu quand il est sorti. J'ai très envie de le revoir, voir ce qui m'en reste. Moi, j'ai aimé beaucoup de choses là-dedans. J'ai aimé, j'adore l'écriture de Francis Scott Fitzgerald. Je trouve que c'est une écriture efficace, intelligente, sobre et en même temps voluptueuse. Il y a il y a vraiment un côté descriptif qui est vraiment très chouette, notamment de Long Island où se situe l'histoire. On comprend bien où on se situe. Sur les personnages, on reste assez sobre. Le personnage, donc le narrateur, est un personnage qui est quand même assez extérieur à l'histoire. C'est un jeune homme qui va aller louer une petite baraque, une sorte de cabane. Je vais vous montrer. Donc là, il y a une illustration. Donc là, on a la propriété de Gatsby. Là, on a la petite baraque où habite notre narrateur. Et en face, on a la propriété d'une des cousines éloignées du narrateur. Donc, il se passe des choses. Il y a un triangle là-dedans. Donc là, c'est l'île de Long Island, bien sûr. Enfin, une partie, hein, bien entendu. Avec donc la forêt. C'est très bucolique. Et puis, donc, la mer et pas loin, le chemin de fer. Et donc, on a vraiment cette ambiance qui est retranscrite
faste de ces grandes propriétés. Vous voyez, ces grandes propriétés, elles sont superbes. Gatsby, il va faire des énormes fêtes tous les soirs. Sa maison est ouverte. On ne sait pas trop qui il est. Il est là, il est celui qui invite. Mais avant de le rencontrer, parfois, il peut passer quelques temps. C'est un nouveau riche, c'est vraiment une représentation du rêve américain, c'est-à-dire que c'est un jeune homme qui est revenu de la guerre et qui a réussi en fait à faire fortune. Il vient d'une famille vraiment où c'était difficile. Sa mère, je pense, est décédée, mais son père, on sait qu'il est vivant, mais on apprend juste à la fin. Et Gatsby, Gatsby le Magnifique, c'est un personnage complètement idéaliste, qui a vécu pourtant des choses atroces, mais qui a un regard d'espoir vers le futur, qui représente toute l'envie de ce rêve américain en fait, et qui ne se dissocie pas d'un sentiment amoureux très fort. Donc l'histoire, en fait, concrètement, rapidement, l'histoire, c'est que le narrateur donc est un cousin éloigné de Daisy qui habite avec Tom Buchanan, c'est ça je crois. Ils habitent dans la maison en face de celle de Gatsby. Voilà, c'est une propriété, une propriété secondaire. Et donc ils y passent quelque temps. Le narrateur en fait va découvrir la propriété de Gatsby par ce biais-là. On dit mais tu sais qui habite là, c'est Gatsby qui habite ici, il fait des grandes fêtes. Notre personnage, entre guillemets, va être invité à venir faire la fête, et donc il va rencontrer Gatsby comme ça pendant sa propre soirée sans penser que c'est lui, et finalement il va y avoir une amitié qui va se tisser entre ces deux personnages. C'est Nick Carraway qui est le narrateur, et vraiment il parle de lui. Au départ on comprend qui il est, comment il a fait ses études, et en fait il devait louer cette petite baraque avec un ami, mais en fait il s'y retrouve tout seul. Et donc il va faire des allers-retours entre New York et sa cabane, et donc voilà, il y passe quelques temps. On sait que c'est temporaire, mais voilà, il y passe quelques temps. Il va rencontrer donc Gatsby, qui va lui confier, bon, il va aussi tomber amoureux d'une jeune femme, mais ça reste très, très secondaire comme histoire. Enfin, il va tomber amoureux, on ne sait même pas vraiment si c'est de l'amour. En tout cas, il est très intéressé par une joueuse de golf, je crois, professionnelle, qui est réputée, qui a aussi un tempérament un petit peu particulier. Et donc, Gatsby va vite lui expliquer qu'en fait, il souhaite rencontrer Daisy, et que en fait Daisy c'est une jeune femme donc qui est mariée à Tom Buchanan. Et alors Tom Buchanan, lui, il semble aimer sa femme, mais en fait il la trompe de façon totalement ostentatoire, c'est-à-dire que tout le monde le sait, sa maîtresse appelle chez elle, voilà. Et donc Daisy, en fait, elle fait comme elle peut, elle a un petit bébé, et elle n'a pas trop le choix que d'accepter la situation, sauf qu'on sent bien que c'est quand même un peu dégueulasse, quoi. Ce Tom Buchanan, il est assez antipathique. Et le lecteur, enfin en tout cas moi, lectrice, j'avais qu'une envie, c'était que Gatsby rencontre Daisy et qu'il se rappelle à son bon souvenir, pour que Daisy ensuite retombe amoureuse de lui et quitte ce Tom Buchanan insupportable. Je ne vais pas vous en dire plus, mais tout est dans cette histoire d'amour que Gatsby construit totalement, idéalise, voilà, qu'il sublime, je dirais même. Et cette beauté de l'espoir, en fait, il y met tellement de choses que Gatsby est vraiment un personnage très poétique. Il est au-delà de tout, c'est-à-dire que comme il a réussi d'un point de vue financier, il ne lui reste plus qu'à accomplir ça, et son but c'est vraiment d'accomplir ça. Ça ne va pas être facile, moi ça m'a vraiment émue. Et alors en plus, comme on a ce regard en fait extérieur de quelqu'un qui ne prend pas part, ne dit pas son avis, mais regarde juste la situation vue de l'extérieur, il va y avoir un drame. Et c'est vrai que ça m'a retourné le cœur. J'ai trouvé en plus que
je sais pas, il y a une certaine retenue en fait, même s'il y a il y a vraiment, c'est un personnage qui dépense énormément d'argent pour accueillir beaucoup de monde, qui veut être connu pour ses fêtes, pour son faste, mais en même temps, finalement, à côté de ça, il est peu de choses vis-à-vis de son rêve, en fait, de reconquérir Daisy. Et ça émeut le narrateur, et ça, moi, ça m'a ému. Voilà, donc ça m'a vraiment ému. Et je trouve qu'en fait, l'histoire est racontée très rapidement. Le texte est assez court, il doit faire à peu près 300 pages. Et en fait, moi, je me suis fait embarquer par l'histoire et j'étais enveloppée de ces lumières, de cette musique. Il y a beaucoup de musique, de jazz. On entend la musique, on voit les couleurs, la lumière, les robes des femmes. C'est vraiment superbe. Et en même temps, on ne sait pas trop où on est, les gens ne se connaissent pas. Il y a quand même une critique de la société, on va dire, américaine qui... voilà, il y a toutes les stars qui viennent, mais en fait, tu les croises, tu sais même pas qui elles sont, pourquoi elles sont là, elles connaissent pas Gatsby, elles sont là juste pour le paraître. Il y a cette critique-là. Il y a la critique aussi parce que cette Daisy-là, elle est complètement sublimée par Gatsby, mais son personnage, il est insupportable. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, en fait, on a aussi envie que Gatsby se réveille de cet amour, bien qu'on sait par avance que ce sera pas possible parce qu'il est trop idéaliste. C'est ça, moi, que j'ai aimé. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est inébranlable, voilà. Et il va se passer quelque chose de terrible. Et voilà, donc du coup, c'est juste une histoire éphémère qui passe comme ça, comme une claque. Et nous, comme le narrateur, on comprend pas. On comprend pas la réaction des gens, on comprend pas ses avis sur les parvenus, entre guillemets. Le personnage de Tom Buchanan est une critique amère de cette société de l'intelligentsia riche américaine. Ah, c'était vraiment génial, ça m'a beaucoup plu. Puis alors j'ai adoré l'écriture, j'ai trouvé la traduction très bonne moi, mais après je n'ai pas vraiment de comparatif. En tout cas j'ai beaucoup aimé, et alors le lire dans cette édition, le confort de lecture était vraiment super. Voilà, c'est un petit bijou que j'ai adoré. Et alors j'ai commencé hier, mais alors j'ai lu hier hier matin, un truc comme ça, j'ai lu les 30 premières pages. Ouais, les 30, même pas, j'ai lu l'introduction, et puis j'avais commencé à lire à la page 29 et je m'étais endormie dessus. Et en fait, ce matin, je me suis couchée très tôt hier soir, en fait, je me suis endormie tôt. Donc je me suis réveillée vers 5 h du matin et j'ai lu l'intégralité de ce livre. Je l'ai dévoré et c'est un coup de cœur, c'est Mrs. Land d'Audur Ava Ólafsdóttir. Wouh, je suis trop forte, qui est une auteure islandaise, qui a eu le prix Médicis pour cette petite beauté, et je comprends pourquoi. Parce que le texte... Alors, Mrs. Land, on pourrait croire que c'est l'histoire d'une reine de beauté. Pas du tout. C'est l'histoire d'une jeune femme très belle qui va se rendre à Reykjavik. Elle est issue en fait d'une famille très... paysanne. Son père en fait a vraiment une ferme, il doit s'occuper des moutons, des vaches, tout ça. Son frère cadet, je pense, ou je sais pas si oui, il est vraiment fermier, et il a des... Voilà, son objectif, c'est de se marier avec une jeune femme qui ne sera pas justement une frêle jeune femme, mais qui sera une bonne femme, qui sera bien charpentée pour pouvoir aider à porter les animaux si besoin. Et on suit en fait notre personnage, Ekla, qui a 21 ans et qui va se rendre à Reykjavik. D'abord parce qu'elle veut aller en ville et qu'elle veut en fait vivre sa vie. Elle est férue de lecture et elle a déjà publié sous un pseudo quelques nouvelles et des romans. Donc en fait son rêve principal, c'est d'être écrivain à plein temps et d'avoir des petits boulots à côté pour survivre. À Reykjavik, elle y retrouve sa meilleure amie, Isée, qui elle est mariée à quelqu'un qu'on ne rencontre pas mais qu'on entend que par un échange de lettres, on comprend avec qui elle est mariée, un homme qui est dyslexique, qui ne comprend rien à l'écriture, qui ne lit pas. Et Isée, elle, en fait,
elle est un peu tombée dans ce couple. En fait, elle est tombée enceinte et elle a été, sa vie a basculé. Donc, en fait, elle s'est retrouvée obligée d'être mariée avec des enfants et elle se sent un peu coincée dans sa vie. Et son seul échappatoire de sa vie, c'est d'écrire dans un carnet tout ce qu'elle fait pendant la journée, c'est-à-dire pas grand-chose, c'est-à-dire elle se rend chez son boucher, elle se rend chez son... je sais pas où est-ce qu'elle se rend, mais bon, elle se rend dans des commerces et en fait, elle écrit et elle s'invente des histoires et elle écrit ça dans un cahier qu'elle met dans un seau pour le planquer à la vue de son mari pour surtout pas lui faire comprendre qu'elle a d'autres ambitions que d'être femme au foyer. Ça, je trouvais ça super. Il y a toute une histoire sur les rideaux. Il y a de l'humour dans ce texte. Et à côté de ça, pas Isée, mais comment ça s'appelle? Éclat, j'ai du mal avec le prénom. Éclat va aussi retrouver son meilleur ami qui s'appelle John. En fait, son prénom, c'est pas ça. Il est très très long, son prénom. Stephenson, Johnson, je sais pas quoi. Et c'est le premier homme avec qui elle a fait l'amour. Et en fait, ils ont, entre guillemets, et à la fin, il lui a avoué qu'en fait, il était homosexuel. Et après ça, c'est noué une amitié très forte entre les deux. C'est-à-dire que il est le seul homme qui n'a pas de regard de désir pour elle et qui, du coup... lui permet d'être elle-même. Donc en fait, elle peut lui dire qu'elle écrit parce qu'on est dans une période où les femmes doivent être femmes au foyer. Une femme écrivain, c'est quelque chose qui ne se fait pas. La preuve, puisqu'elle a dû éditer ses nouvelles et ses romans sous un pseudo masculin. Et donc on va suivre en fait, notre personnage qui est abordé par plusieurs personnes, notamment un personnage récurrent qui lui dit qu'elle est tellement belle qu'elle pourrait participer au concours pour devenir Miss Islande. Et en fait, il est assez récurrent. Déjà, dès le départ, dans son voyage en car pour venir à Reykjavik, il est là et il lui donne sa carte de visite. Puis ensuite, elle va devenir serveuse dans un hôtel et il est là avec plusieurs autres hommes au regard lubrique qui se permettent des gestes déplacés, qui va toujours en fait lui dire « mais non, il faut que vous fassiez ce concours, c'est pas possible ». Et en fait, il y a une critique très très forte de la société masculine vivant à Reykjavik qui dispose des corps de jeunes femmes à volonté. Et en fait, on ne leur demande pas aux femmes de réfléchir, quoi, vraiment. Il y a une critique très très forte de ça. Parallèlement, on a aussi ce point de vue du jeune homme homosexuel. J'ai adoré le personnage de John, qui est pas loin, en fait, de... Voilà, il se fait tabasser, il rencontre des hommes mariés qui abusent de lui et ensuite le tabassent parce que surtout, il faut surtout pas que ça se sache qu'ils ont eu des rapprochements. Voilà, il y a un truc qui est... il y a quand même ce sujet de l'homosexualité est abordé avec beaucoup de dureté. En fait, ce texte, il est... Alors déjà, il est extrêmement bien écrit, j'ai corné énormément de pages parce qu'il y a des passages, mais je ne vais pas vous les lire parce que c'est un peu embêtant les passages qu'on lit, mais il y a des passages que je vais noter dans mon carnet, des passages mais tellement bien écrits, c'était superbe, la plume est superbe, le ton est acerbe, les sujets abordés sont difficiles, et en fait, moi ce que j'ai adoré, c'est le personnage de Éclat, elle ne bouge pas, c'est-à-dire que tout tourne autour d'elle, y a tout ce qu'on pense d'elle, tout ce qui est pensé de la femme, elle écoute, elle prend, et en fait on sent que c'est une femme qui ne peut vivre que par l'écriture, elle est complètement envahie par des idées, par des mots. À un moment elle va se mettre en couple avec un homme qu'elle rencontre qui travaille dans une librairie et qui se dit poète. Et donc, tous les soirs, il se rassemble avec son groupe de poètes. Et elle lui dit pas qu'elle est écrivain. Mais un jour, sans qu'il sache qu'elle est écrivain, elle va se rendre en fait à ce café. Et il va lui dire que ça l'a gênée qu'elle vienne. Et en fait, après, elle va lui faire comprendre qu'en fait, elle écrit. Et que elle a écrit sous plusieurs pseudos et lui, il connaît ses textes et il les a adorés. Et très vite, il va se rendre compte qu'elle écrit mieux que lui. Et ça va le bouffer, ça va être terrible pour lui. Et puis finalement, en fait, dans la tête d'Éclat, lui, il se voyait déjà marié avec elle. Mais en fait, elle s'est jamais dit ça dans sa tête. Elle, ce qu'elle veut, c'est écrire, lire et faire l'amour avec un homme, enfin avoir un homme, le corps d'un homme dans son lit de temps en temps. Parce qu'en fait,
ça lui suffit pour survivre. Et à un moment, son meilleur ami, donc chez qui elle logeait, John, va partir en fait, parce que lui, il travaille il travaille pour faire de la pêche à la baleine, et en fait, il déteste faire ça, parce qu'en fait, à Reykjavik, il n'a pas le choix, il n'a pas trouvé d'autre travail, et il va s'enfuir. Et on va vite comprendre que comment il s'appelle, le personnage qui est avec Éclat, le poète qui est avec Éclat, va devenir jaloux de cette relation, parce qu'il y a une relation qui se construit à distance, et donc il est très jaloux, très possessif, et en fait Éclat va s'enfuir. Donc je sais pas, je vous ai un peu tout raconté, c'est un peu dommage, mais en fait ça n'empêche que cette histoire, en fait, ça pourrait être l'histoire de n'importe quelle femme, sauf qu'elle a énormément de talent pour l'écriture, mais j'ai trouvé que le thème était universel, et que en plus on a vraiment cette ambiance de l'Islande qui est extrêmement bien rendue. Et ensuite après ils partent au Danemark. Et là c'est pareil, je trouvais que c'était bien écrit, c'est superbe. Et cette histoire qui se construit entre Éclat et John, ça m'a vraiment touchée, j'ai trouvé ça superbe. J'ai aimé ce qui était dit, j'ai aimé comment c'était dit. Et voilà, c'est un coup de cœur. En plus, je l'ai dévoré, et c'est très agréable de lire un livre quasiment d'une traite. Je vous le conseille à 1000%, et je suis très heureuse de l'avoir mis dans ma pile à lire du tour du monde avec cette région de l'Europe du Nord. Il m'en reste un à lire, Jenny de Sigrid Undset. Je crois que c'est une auteure suédoise. Et voilà, j'aurais lu mes 3 livres. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Cette vidéo va être trop longue. Je ne sais même pas si ça va être, si je vais réussir à faire un montage sympa. Mais je l'espère. Je vous fais des gros bisous. La lumière est très forte. Je suis désolée. Je vous embrasse, et on se retrouve très très vite sur la chaîne. À bientôt.